Je passe la parole à Guillaume Kasbarian pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur. Votre rôle est clé dans la compréhension des prix et des marges des produits alimentaires, que ce soit pour le législateur, mais avant tout pour tous les acteurs de l'alimentation et pour le consommateur. Alors, il n'est pas simple de comprendre qui marge sur la chaîne de valeur, et nous l'avons vu tout au long de nos auditions. Nous avons eu l'exemple avec l'étude UFC Que Choisir sur les produits bio dans la distribution, où il y a débat sur qui marge le plus sur les produits bio. Nous l'avons eu aussi sur notre cas fil rouge de l'oignon, sur la question comment passe-t-on de 9 centimes chez mon producteur à 1,85 € au supermarché. Mais que ce soit sur le bio, sur l'oignon ou sur d'autres produits, nous avons eu toujours la même réaction de tous les acteurs. C'est pas moi qui ai pris la marge, regardez chez mon voisin en haut ou en bas. Alors, où est-elle, cette marge? Et j'ai donc deux questions pour vous. La première, elle concerne votre analyse. Quels sont les éléments qui, aujourd'hui, vous bloquent dans une meilleure observation de la marge sur l'ensemble de la chaîne de valeur et chez tous les acteurs? Pour le dire autrement, certains acteurs de la chaîne ou certaines filières sont-ils moins observés que d'autres dans vos travaux ou sont-ils tous soumis aux mêmes règles d'évaluation en termes de marge? Et puis une deuxième question qui est plus sur la partie marketing de ces travaux-là. Selon vous, quels sont les meilleurs leviers pour rendre vos observations les plus claires possibles pour les acteurs et surtout pour les consommateurs? Je vous remercie. Excusez-moi. Alors, vos questions, d'ailleurs, se rapprochent les unes des autres, parce qu'au fond, qui marge sur la chaîne de valeur? Vous avez quand même les réponses de manière assez claire dans le rapport. Au stade du producteur, bon, on a des évaluations, bien entendu, des coûts de production. Celles-ci, d'ailleurs, ne sont pas le fait de l'Observatoire. Nous comparons deux méthodes, celle de la statistique du ministère de l'Agriculture, ce qu'on appelle le RICA, le réseau d'information comptable agricole, et celle des différents instituts spécialisés, Arvalis, Sidel et autres machins de ce genre. Là où nous avons plus de problèmes, je ne vous le cache pas, c'est en ce qui concerne l'industrie. Alors l'industrie a plusieurs niveaux. C'est que dans un certain nombre de secteurs industriels, on n'utilise pas uniquement une seule matière première. Quand vous mangez une pizza surgelée, vous avez une assez grande hétérogénéité de produits, donc la part agricole est difficile à identifier. Nous avons les données de la filière viande, strictement sans aucun problème. Et la filière viande est suffisamment bien organisée pour que, et je vous rappelle qu'elle est présidée par M. Bigard, pour que, dans le rapport 2017, nous avons les comptes des industries de la viande sur les 9 premiers mois de 2016. C'est vrai que nous avons un énorme problème dans le secteur laitier. Tout simplement parce que, le secteur laitier, c'est quelque chose de très complexe. Je dirais que la viande, c'est plus simple. Vous abattez une bestiole, vous avez alors effectivement des morceaux de viande différents, mais je peux vous reconstituer la carcasse au stade du consommateur. L'industrie du lait, c'est très complexe. Et vous avez au moins 4 ou 5 filières laitières différentes, suivant que vous faites de l'ultra frais, que vous faites du beurre et de la poudre, que vous faites du fromage, etc. Et donc, déjà, le compte moyen de l'industrie laitière n'aurait pas grand sens. D'autre part, c'est une filière qui ne brille pas au niveau des industriels par son organisation au plan national et qui a même vu se séparer industriels et coopératives. Le résultat, je n'ai pas d'interlocuteur en face de moi, et donc il se trouve, alors je vais vous le dire très franchement, que nous utilisions jusque-là les bases que calcule l'INSEE. Le problème, c'est que l'INSEE a un temps de retard qui fait que dans le rapport 2017, nous n'avons que les comptes 2014. Alors on voulait aller un peu plus loin et plus fin.
Et à ce moment-là, il y avait une possibilité qui était d'utiliser la base Diane, qui est celle des greffes des tribunaux de commerce. Il se trouve que la grande entreprise, représentée par l'orateur précédent, ne dépose pas ses comptes dans les tribunaux de commerce. Ce qui fait que j'ai utilisé l'arme atomique au printemps dernier, puisque j'en ai la possibilité depuis la loi Sapin, et j'ai demandé sous contrainte aux tribunaux de commerce de Laval et de Rennes de me donner les comptes de ces entreprises. Simplement, essentiellement pour marquer le coup, pour les obliger à venir à la table. Et vous avez vu que nous avons échangé quelques mots, ça fait partie de mon programme, même si méthodologiquement, ça va nous poser d'énormes problèmes. Au stade de la distribution, alors, et attention, je ne prends que la GMS. Je crois, madame, que vous m'avez demandé quel est l'acteur qui accapare le plus de marge nette. Il y a un artisan alimentaire dont la marge nette est colossale, dont personne ne parle. C'est votre boulanger de quartier. Alors, non, mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ce jeu-là. Mais à la limite, vous savez quelle est la part du blé. Vous savez quelle est la part du prix du blé, la part du blé dans une baguette. Quand vous achetez votre baguette entre 1 € pour la normale et 1,20 €. Alors, la baguette de grande distribution est à 40 ou 50 centimes. Donc, la baguette moyenne INSEE est à 80 centimes. Eh bien, la part du blé là-dedans, suivant les variations du prix, elle varie entre 7 et 10 centimes. Voilà. Alors, ensuite, il y a des frais, etc. Je ne rentre pas là-dedans. Donc, paradoxalement, en ce qui concerne les marges nettes de la GMS, on a des rayons qui sont en négatif. Alors, évidemment, on parle de moyenne, il faut toujours faire attention. Et on a des rayons, le rayon charcuterie affiche une marge nette de plus de 8%, qui pour moi fait partie un peu de mes incompréhensions. Bon, mais voilà. Et par contre, le rayon poissonnerie a une marge nette négative de 8%. Je pourrais vous citer un certain nombre d'autres. Alors, votre fil rouge de l'oignon, écoutez, dans le secteur fruits et légumes, alors je vous incite à regarder. Alors, nous, on s'est bâti un panier de fruits, parce que c'est saisonnier, ces choses-là. Donc, on s'est bâti un panier de fruits qui varie suivant les saisons et un panier de légumes. Grossièrement, et ça fait quand même 30 ou 40 ans que je traîne sur ces choses-là, vous avez un passage de 1 à 3 entre le stade du bord-champ et le stade de la consommation. Et au fond, il faut en accepter quand même l'idée. C'est que ce n'est pas le même produit qui est au bord du champ et qui se retrouve le lendemain, alors avec du transport, avec de la logistique, avec un tout petit peu de conditionnement quand même, qui va se retrouver à 6 h du mat sur le marché parisien. Et sans tenir compte, bien entendu, de la freinte, des pertes, etc. Donc, et je dirais qu'il y a une certaine permanence de chiffres. Alors, dans certains cas, il peut y avoir, comme le coût logistique, il est constant. Lorsque le kilo de pommes de terre, on a eu des périodes sur la pomme de terre où le kilo de pommes de terre était à moins de 50 centimes. De toute façon, la logistique restait la même. Donc, moins le produit est cher, plus c'est un pondéreux quelque part, plus le coût d'acheminement, même sans transformation, pourra être important. Donc, quand vous me demandez quels secteurs sont ceux où on marge le plus, je ne peux pas vous répondre tel que, dans la mesure où chaque secteur et chaque filière est une histoire différente. Et elle est d'autant plus différente que la nature de l'instabilité des marchés en amont peut être différente. Je vous rappelle que, si je prends le prix du blé,
ces 10 dernières années, il s'est baladé entre 100 et 300 euros la tonne. On a eu des variations sur le prix du beurre et de la poudre qui ont été du simple au double. Je vous parlais du prix du porc. Il est quand même passé, on a eu des moments où on était à 1 euro le kilo carcasse sur le marché au port breton. On est monté à 1,50. Là, je vous parle de produits au stade, je dirais, de la commodité. Et c'est la limite un peu de notre analyse, dans la mesure où, bien entendu, lorsqu'on a des produits différents, lorsqu'on peut sortir finalement du produit banal, ce que j'appelle une commodité, lorsqu'on rentre dans la logique des appellations, le prix du lait pour faire du comté n'a rien à voir avec le prix du lait de base avec lequel vous faites indifféremment du yaourt, du beurre ou du camembert. Bon, donc on peut aussi imaginer dans un certain nombre de cas des circuits courts. Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions. Chaque exploitation agricole est une histoire particulière. Et chacun, en fonction de son implantation, pourra, quitte à avoir les AMAP, là, livrer le panier de fruits et légumes, etc. Pourquoi pas? Chaque exploitation peut avoir des solutions. Mais globalement, il faut bien se rendre compte que l'essentiel passe quand même vers la consommation de masse et que cette consommation de masse, elle est prisonnière d'un côté de l'instabilité des marchés agricoles et de l'autre quand même d'un processus en France dans lequel les prix à la consommation, il y a des différences avec d'autres pays européens, mais en France, je remarque que les prix à la consommation sont par essence stables. En Allemagne, on répercute beaucoup plus au stade du consommateur les variations de l'amont. En France, on ne le fait pas. Le prix de la viande bovine a considérablement évolué en haut et en bas sur les 10 dernières années. Votre steak haché, il vaut 10 euros le kilo pratiquement depuis 10 ans. Et je vous rappelle que 50% d'une carcasse termine en steak haché. Vous me demandiez les 10-20 produits. Alors, on suit pratiquement une vingtaine de grands produits. Monsieur Di Filippo vous en donne 10, vous les aurez? Oh, oui, en matière, alors même on est assez raffiné parce que dans un certain nombre de cas, on fait la différence, par exemple, entre le yaourt marque nationale et le yaourt marque de distributeur. Mais sur les produits laitiers, on a le lait UHT, on a le beurre, on a l'emmental, on a le camembert, on a le yaourt nature, hein, pour l'instant. On a un panier de fruits et légumes, un panier fruits, un panier légumes. Sur la viande, nous reconstituons. Alors, on a tout, mais ce qu'il faut, c'est reconstituer le panier du consommateur. On reconstitue d'une part la carcasse et d'autre part ce que consomme effectivement le consommateur. Et puis on a le steak haché sur la filière porc, filière volaille. Alors, soyons honnêtes, il y a un certain nombre de filières que nous ne couvrons pas. Alors, certaines parce qu'on n'avait pas assez de moyens. Et dans le rapport précédent, par exemple, nous avions la viande ovine, nous avions le lait de brebis, nous avions le lait de chèvre. Alors, on a toujours les données, mais on n'a pas le temps humain. Et cette année, en plus, avec les élections, il a fallu qu'on aille assez vite pour le traiter. Il y a des filières où, manifestement, on n'intéresse pas les indigènes. C'est le cas du vin, qui aurait été de toute manière assez complexe avec le problème des appellations et la régionalisation, le problème des cépages, etc. C'est le cas, on n'est pas bon sur le poisson, mais là, on bute sur un autre problème. 80% des produits de la mer que vous mangez sont importés. Donc là, on a un vrai problème.
Les gens du sucre ne tiennent pas forcément à nous voir, parce qu'ils sont... le sucre est une filière intéressante. Parce que c'est la filière... Comment? Parce qu'ils vont bien. Parce qu'ils sont capables d'avoir confiance les uns dans les autres. Dans le sucre, on vit la fin des quotas. À la fin de ce mois, je n'ai aucune inquiétude. Autant, honnêtement, dans le secteur laitier, il était évident pour moi qu'on allait à la catastrophe, autant dans le sucre, les betteraviers sont organisés, les sucriers sont organisés, ils sont capables de s'étriper pour savoir comment on pèse les betteraves, etc. Mais quand un accord est signé, on le respecte. Et ça, c'est ce problème de confiance qui est, à mon sens, au cœur de notre démarche, et d'ailleurs de la démarche des